7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. La semaine dernière, le Conseil territorial de Corse a approuvé le texte proposé par le gouvernement visant à renforcer l'autonomie de l'île. Le but, trouver un compromis entre la souveraineté de la France et les ambitions d'indépendance corse. Avec nous pour en parler donc Jérôme Bénard, journaliste à Omerta Média. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Battini, militant autonomiste corse et président de Palatino. Bonjour Nicolas Battini. Bonjour. Alors Jérôme Bénard, pour commencer, je vais m'adresser à vous. Il apparaît essentiel de clarifier les termes, souvent assimilés à des volontés indépendantistes. Avec ce texte, les Corses visent pour l'instant en tout cas une autonomie plutôt qu'une indépendance, n'est-ce pas ? Alors déjà, c'est le gouvernement qui propose, et les Corses, la collectivité territoriale de Corse qui a adopté la proposition gouvernementale la semaine dernière. Ensuite, c'est évidemment pas du tout un processus d'indépendance, mais un processus d'autonomie, qui fait lui-même polémique, qui peut entraîner un certain nombre de débats, d'ailleurs sur le continent comme sur l'île, mais on n'est pas sur une question d'un processus d'indépendance. En fait, il faut déjà revenir aux sources de la question corse. Alors, nous avions tout à l'heure nos amis de l'Incorrect qui parlaient de la question coloniale, et la question corse remonte à la fin de la période coloniale française, puisque la Corse, qui est une île méditerranéenne montagneuse, en dehors de l'agriculture, le principal débouché pour les jeunes Corses était d'aller servir dans l'administration coloniale. Et on peut penser que jusqu'à un tiers des fonctionnaires coloniaux ont pu être des Corses. Donc, après 1962, il y a une remise en cause du fonctionnement de la société corse sur un plan économique, notamment à cause de la perte de ce débouché. De plus, après 1945, la plaine d'Aléria, qui est la seule plaine cultivable de Corse, devient intéressante à cultiver puisque les Américains ont supprimé le problème de la malaria en déversant des tonnes de DDT sur ce qui était des marais. Et ces terres qui appartiennent à une société d'État vont être notamment distribuées aux pieds noirs, ce qui va braquer une partie des Corses qui pensaient légitimement pouvoir acquérir ces terres. Donc tout cela débouche le 22 août 1975 sur la prise d'otage d'Aléria. Le docteur Simeoni, le père de l'actuel président de la collectivité territoriale de Corse, et d'autres militants occupent une coopérative viticole, et l'opération, réprimée par Poniatowski, le ministre de l'Intérieur de l'époque, débouche sur la mort de 2 gendarmes. Et c'est le début, non pas du régionalisme corse qui a des racines, peut-être que Nicolas Battini pourra nous en parler, mais qui remonte aux années 30. Il y a toute une construction intellectuelle qui existait, mais en tout cas politiquement, il y a une rupture qui se fait en 1975 et le début notamment de la lutte armée. Dans les années 80, les différentes tendances s'entredéchirent, bien aidées par les gouvernements successifs qui y voient un moyen de résoudre la question, c'est-à-dire le fait que les nationalistes corses s'entredéchirent. Et il faudra les accords de Matignon en 2000, qui entraîneront la démission de Jean-Pierre Chevènement, pour mettre en place un processus qui va conduire à la création de la collectivité territoriale de Corse, la suppression des départements et surtout des conseils généraux. Et ensuite, l'autre événement sera en 2015 l'élection d'une majorité nationaliste. Alors on parle de nationalisme corse, que les militants soient pour l'indépendance ou pour l'autonomie. C'est une appellation générale qui conduit au remplacement de la classe politique corse qui était sur la gauche, le Parti radical, notamment à Bastia, et en Corse du Sud, plutôt souvent des élus de droite, UDF ou RPR à l'époque. Et tout cela a été remplacé par une percée des nationalistes, une coalition menée par l'actuel président de la collectivité territoriale de Corse, donc Gilles Simeoni,
qui effectivement a pris dans une sorte d'euphorie collective le pouvoir sur l'île en 2015 de façon mesurée, mais presque 10 ans après, force est de constater que économiquement, la Corse n'a pas trouvé les débouchés qu'on pouvait espérer, et la situation aurait pu, au vu de ces derniers mois, dégénérer, d'où un nouveau processus mis en place par Gérald Darmanin, qui a conduit une majorité de la collectivité territoriale de Corse à adopter ce texte, qui devra maintenant être adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat, les principaux opposants étant pour l'instant les Républicains, donc le parti LR. Voilà, j'ai essayé de résumer la situation. Merci pour ce... J'espère ne pas avoir commis trop d'erreurs, cher Nicolas Battini. Nicolas Battini, nous serons indulgents. Bon. Vous pouvez réagir à ce que vient de dire Jérôme Bénard et puis surtout nous donner votre avis déjà pour commencer sur effectivement ce texte qui propose donc plus d'autonomie à votre île. Eh bien, écoutez, il est tout à fait pertinent d'engager la discussion à travers le prisme qu'a évoqué M. Besnard. En effet, il faut remonter à la genèse de cette revendication pour mieux la comprendre et pour éclairer également nos auditeurs. Alors, je souscris peu ou prou à ce qui a été dit précédemment, mais apporte en effet un certain nombre de nuances, notamment dans la chronologie. S'il est vrai que le nationalisme corse, dans sa forme actuelle, majoritaire, c'est-à-dire qui s'est bâti sur globalement un narratif anticolonial et teinté, somme toute, de valeurs de gauche, tout en ayant dans sa matrice essentielle et fondamentale en termes de revendication, eh bien, une optique profondément identitaire. Il s'agit de remonter à la source de cette revendication, eh bien, qui débute, somme toute, à la fin du 19e siècle, avec un grand personnage en Corse, qui est une grande figure littéraire, qui s'appelait Sant'Ugasano, et qui a été le premier, à travers une revue qu'il dirigeait à Tramontana en 1896, eh bien, à revendiquer le fait d'écrire en langue corse, ce qui avant lui ne se faisait absolument pas, parce que globalement les Corses évoluaient encore au 19e siècle dans une diglossie, c'est-à-dire avec une pratique, une vie linguistique organisée entre une pratique littéraire du toscan, c'est-à-dire de la matrice de l'italien moderne, et une pratique orale qui était dialectale dans leur esprit, c'est-à-dire le corse de leur région ou de leur vallée. Et dès 1896, dès lors que Sant'Ugasano commence à parler de langue corse, eh bien évidemment, s'ensuit une autre réalité qui se greffe à la réalité linguistique qu'il évoque, eh bien qui est une réalité ethnoculturelle. S'il y a une langue, il y a bien un peuple. Sant'Ugasano, comme la plupart des gens d'ailleurs de droite, parce qu'il était profondément de droite, de la fin du 19e, parlait de race, sans connotation scientifique, sans la connotation scientifique qui lui était donnée plus tard. Et vous voyez, c'est à partir de ce moment-là, et notamment après la Première Guerre mondiale, à travers à Mouvres, dans cette grande période de l'entre-deux-guerres qui a duré 20 ans, que va se structurer un nationalisme corse autonomiste, premièrement, opposé à la violence. C'est aussi une grande différence de celui des années 70, mais qui aura une vision et une conception de la société et du monde profondément droitière, qui correspondait finalement à ce qu'était la Corse de l'époque, qui somme toute ce qu'est toujours la Corse d'aujourd'hui, c'est-à-dire une terre profondément conservatrice et populaire et rurale, évidemment. Eh bien, ce nationalisme de l'entre-deux-guerres va être tellement à droite qu'il va d'ailleurs se compromettre pour certains de ses grands meneurs avec l'irrédentisme fasciste promu par Mussolini. Vous voyez, c'est de cette origine-là qu'il faut débuter dans le récit pour ensuite comprendre que la renaissance du nationalisme corse, qui aura été évidemment disqualifié par cette période de la Seconde Guerre mondiale, de par ses accointances avec certaines tendances du fascisme italien, eh bien, va renaître dans les années 60 et 70 en épousant un autre narratif qui va lui permettre d'accéder à une forme de fréquentabilité dans les milieux intellectuels et parisiens, qui va être un narratif évidemment anticolonial et qui correspond tout à fait à ce qui a été dit, c'est-à-dire à la chute de l'Empire, dans lequel les Corses étaient massivement investis. Ça a été évoqué aussi. Vous savez, il y a un livre tout à fait intéressant d'un homme qui s'appelait Maria Marchetti, qui a produit un livre en 1900
54 qui s'intitulait Les Corses dans l'expansion française. Et ce titre, ce livre explique et expose le fait que les Corses, alors qu'ils le représentaient 20 ans plus tôt, en 1934, à l'apogée de l'empire colonial, alors qu'ils ne représentaient que 0,7% de la population française, eh bien, dans le même temps, représentaient jusqu'à 25% de l'administration coloniale. C'est dire si, en effet, l'Empire a été, durant 2 ou 3 générations, un débouché particulièrement enrichissant, si j'ose dire, et salvateur pour nombre de communautés villageoises en Corse qui vivaient dans une profonde misère, comme la plupart d'ailleurs des communautés villageoises et paysannes de France, et qui trouvaient, à travers l'engagement d'un certain nombre de leurs membres dans l'aventure coloniale, eh bien, une capacité d'apport financier et aussi d'ascension sociale et de respectabilité tout à fait incroyable. Et dès lors que l'Empire a disparu, a été démantelé, notamment après l'Algérie en 62, où nombre de Corses avaient des intérêts en Algérie, nombre de pieds noirs d'ailleurs étaient d'origine corse. Évidemment, la capacité d'expansion, d'ascension sociale et d'apport économique que représentait l'Empire pour les Corses n'étant plus une réalité, eh bien cela a provoqué un séisme tout à fait conséquent dans la société corse des années 60 et 70, qui était encore une société tout à fait sous-développée. Et c'est d'ailleurs ce que les nationalistes des années 20 et des années 30 reprochaient à la République, plus qu'à la France d'ailleurs, à la République et à ses gouvernements, eh bien, le fait d'avoir investi des sommes tout à fait incroyables et phénoménales dans un certain nombre de zones urbanisées des colonies, alors qu'il n'y avait toujours pas d'électricité, d'eau courante ou de routes praticables dans un certain nombre de villages en Corse. Bon. Et dès lors que les années 70 voient renaître un nationalisme corse, mais sur un narratif anticolonial qui, encore une fois, lui permet d'être respectable, et que le peuple corse, dans la présentation qu'en font ses défenseurs, n'est plus un vieux peuple européen de culture chrétienne qui doit s'opposer à la République jacobine et antichrétienne, évidemment, qui procède de la pensée révolutionnaire de 1789, ce qui était le cas du narratif des nationalistes des années 20, eh bien, dès les années 70, le peuple corse devient, dans la présentation globale du logiciel nationaliste en Corse, un peuple colonisé, qui doit parachever la décolonisation des années 60 et 70, et par conséquent arrive à produire une somme de discours qui légitiment la mobilisation, qui légitiment aussi la lutte armée. Et c'est cela qui a structuré la revendication nationaliste ces 50 dernières années. C'est de ce narratif dont, y compris, ma génération provient, bien qu'elle soit aujourd'hui engagée dans une rupture historiographique, une rupture de narratif, pour revenir peut-être tout simplement à une revendication autonomiste, purement identitaire, qui ne cherche pas à présenter les Corses comme des colonisés, ce qu'ils n'ont jamais été. Hein. Ils ont précisément été de grands colonisateurs. Somme toute, c'est quelque chose de factuel et qui aussi structure l'histoire de nos familles, et de réconcilier en quelque sorte la revendication nationaliste, autonomiste, pas séparatiste, avec la réalité culturelle et historique de la Corse, qui en effet provoque des débats tout à fait passionnants, parfois virulents en Corse, mais qui rencontrent une adhésion certaine en ce que cela correspond au ressenti d'une bonne partie de la base électorale et de la base militante du nationalisme. Donc, je souhaitais recadrer tout ceci pour bien comprendre, encore une fois, l'enjeu de la revendication nationaliste en Corse, l'enjeu véritable que même les nationalistes de gauche, si j'ose dire, qui dirigent aujourd'hui les institutions de la Corse, ont totalement oublié, pour ne pas dire évacué, à tel point qu'il devient tout à fait audacieux de les qualifier de nationalistes. Il s'agit en effet d'un autonomisme de gauche très macronien et parfois mélenchonien à certains égards, notamment sur les questions sociétales et les questions migratoires. Alors, vous voyez que dans ce contexte-là, les discussions qui aujourd'hui structurent l'actualité, beaucoup plus l'actualité d'ailleurs que les discussions dans les PMU et dans les foyers, c'est-à-dire au sein du peuple, qui est somme toute très 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 éloigné de toutes ces considérations juridiques, qui, en tout cas, eu égard à ce que nous entendons en termes de discours dans l'actuelle majorité territoriale en Corse, n'ont plus grand-chose à voir avec des motivations identitaires. Et c'est peut-être la grande leçon de la période que nous sommes en train de vivre, c'est que la revendication nationaliste corse a été légitimée dans l'histoire
par la volonté de défendre un peuple millénaire sur la terre de ses ancêtres et de pousser la France à reconnaître cette existence autochtone et à non pas s'en faire un facteur de désunion, mais au contraire devenir une garantie de sauvegarde identitaire. Tout ceci a totalement été balayé et d'ailleurs ne fait absolument pas partie des grands sujets de discussion de l'actuel statut qui, somme toute, ressemblera très certainement à un statut particulier un peu plus amélioré, un peu plus poussé, mais qui ne procédera pas d'une volonté de défendre une communauté autochtone particulière sur sa terre, mais tout simplement d'alimenter des spéculations dans le sens d'une pratique et d'une vision totalement gestionnaire de la Corse et de ses institutions. Jérôme Bénard. Oui, alors déjà on pourrait rappeler que ce qui s'est passé en Corse sur effectivement ce basculement à gauche du régionalisme, de l'autonomisme, des revendications identitaires, en mai 68, c'est passé dans d'autres régions. La Bretagne a connu également cela. Il n'y a pas grand-chose à voir entre les mouvements bretons de l'entre-deux-guerres et disqualifiés pour une partie d'entre eux comme ceux de Corse par des mauvaises alliances pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui est arrivé après 1968 en Bretagne avec effectivement aussi là, un alignement sur une gauche, une matrice politique et culturelle de gauche. Ensuite, il faut préciser que notre interlocuteur, que Nicolas Battini, a lui-même connu de l'intérieur l'actuelle mouvance majoritaire de l'Assemblée territoriale de Corse, qu'il a aussi connu la prison pour des raisons politiques, qu'il est docteur en histoire et qu'il a entrepris depuis 3 ou 4 ans de réformer de l'intérieur le mouvement nationaliste pour repartir sur les bases qu'il vient d'établir et retrouver la plus longue mémoire du nationalisme corse au détriment d'un axe qui avait fini par, et j'ai croisé de tels élus, tenir un discours marxiste. Et on peut aussi parler souvent des nombreuses déclarations d'accueil des immigrés, de SOS Méditerranée, et d'un discours totalement schizophrène sur le rapport à l'étranger, et finalement le migrant devenant plus amical que le français continental. Est-ce qu'on ne peut pas être étonné justement de ce geste que fait le gouvernement à l'égard de la Corse en essayant d'aménager un petit peu cette autonomie, alors que justement, aujourd'hui on le sait, le gouvernement fait partie des agents de ce super mondialisme où justement tout doit être brassé et chaque identité doit être effacée. Alors pourquoi cette concession? Est-ce que vous en étiez étonné, Nicolas Battini? Eh bien, précisément parce que l'autonomie que propose le gouvernement n'a aucune motivation identitaire et qu'il parle à d'autres mondialistes, mais à des mondialistes autonomistes, tout simplement. Ce qui ne les gêne en rien, évidemment. Mais au-delà de ça, il est vrai que je pense que la proposition du gouvernement depuis 2 ans n'avait pas véritablement de portée idéologique ou ne procédait pas d'une véritable vision de l'organisation de la France ou des rapports entre l'État central et la Corse. C'était tout simplement une proposition qui visait à éteindre, si j'ose dire, le feu qu'a allumé l'assassinat d'Ivan Colonne par un islamiste. Je précise toujours par un islamiste, car encore une fois, j'évoquais le fait que le gouvernement Macron et la majorité territoriale discutent entre mondialistes, et pour cause, il faut quand même pas oublier que dans cette histoire, on oublie très souvent que le grand sujet qui a en effet bien provoqué ce drame et toutes les discussions qui ont émergé à sa suite, eh bien, est la question islamiste, évidemment, et la question sécuritaire. Pour le coup en prison, mais qui se pose également dans le reste de la société. Voilà ma vision à ce sujet. Par conséquent, je ne pense pas que la proposition d'autonomie, en tout cas de discussion autour de l'autonomie du gouvernement Macron, soit particulièrement motivée par la volonté de défendre une culture autochtone d'un petit peuple européen comme le nôtre.
Et tout de suite, il est presque 9 heures dans quelques secondes et donc on retrouve Adèle Rosner pour son bulletin d'actualité. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors j'aimerais reprendre cet échange avec une citation d'Emmanuel Macron qui, lors de l'un de ses discours, a déclaré « La Corse est au cœur de la République ». Vous, Jérôme Bénard, vous répondez que non et qu'elle est même l'exemple parfait de ces territoires de la France périphérique décrits par Christophe Guilly. Ah oui, déjà par sa géographie, par son histoire, par sa situation, la Corse rencontre des difficultés qui est celle des autres îles de la Méditerranée. Alors peut-être que les différents pays, l'Italie notamment, n'ont pas répondu de la même façon. Il y a une autonomie en Sardaigne ou en Sicile depuis longtemps. Il est probable que la République ait du mal à décentraliser, qu'il est probable que un certain logiciel politique jacobin soit incapable d'imaginer des statuts particuliers. Mais je crois que aujourd'hui, le débat, il n'est pas sur celui de l'indépendance de la Corse. Il est effectivement comment la Corse peut garder légitimement ses spécificités culturelles, comment elle peut rester fidèle à sa langue, à son histoire. C'est un des rares exemples en France. Bon, on a aussi l'Alsace, peut-être... qui ait pu garder une langue régionale. Je veux dire, bon, on peut dire qu'on enseigne le breton dans les écoles de bretonne, mais c'est plutôt une langue qui est en train de disparaître. Donc, comment est-ce qu'on sauve effectivement une culture millénaire face aux défis de la mondialisation ? Et probablement que le véritable enjeu est là, et probablement que le succès que rencontre l'initiative culturelle associative de Palatinou, puis le mouvement politique que vient de fonder Nicolas Battini, la Mossa Palatina, qui envisage de se présenter aux élections, et qui se présentera, je pense, aux prochaines élections municipales, territoriales, montre qu'il y a un nouveau basculement dans l'histoire politique corse qui est probablement à l'œuvre, et qu'il y a effectivement un décalage entre les décisions qui sont prises entre élus locaux et gouvernements par rapport aux attentes d'une population qui, si elle vote autonomiste aux élections locales, a eu tendance à voter pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour lors des dernières échéances nationales. Et d'ailleurs, j'aurais une question à poser sur la présence qui a pu faire débat au sein de votre mouvance, votre présence au meeting de lancement de campagne de Marion Maréchal l'autre jour à Paris. Quel était le sens de cette venue ? Eh bien, avant que de répondre oui. de façon précise et honnête, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la grande question nationaliste en Corse s'articule depuis plus d'un siècle désormais. Mais en effet, parlons en tout cas du nationalisme issu des années 70 et 80, s'organise autour de deux dimensions. Une dimension identitaire, qui est la motivation initiale. Il y a un peuple corse, il doit être reconnu afin de sauvegarder son identité millénaire. Et une dimension institutionnelle, c'est-à-dire un outil au service de la revendication identitaire. Or, depuis la fin des années 90 et l'assèchement idéologique du nationalisme corse suite à la guerre fratricide qui a eu lieu entre factions ennemies et antagonistes, et l'émergence dans les années 2000 d'une autre génération, c'est-à-dire la génération de Gilles Simeone et d'un certain nombre de quinquas ou de sexagénaires, c'est-à-dire la génération après Edmond Simeone, a été une génération, elle, pétrie de valeurs de gauche libérale et bourgeoise, et qui emparait de la revendication nationaliste et qui a effacé petit à petit la dimension identitaire initiale, qui est la véritable motivation de ce combat, comme de tout combat nationaliste d'ailleurs, et a fait de l'outil, c'est-à-dire de la dimension institutionnelle, une fin en soi. Ce qui permet aujourd'hui à la présidente de l'Assemblée de Corse, qui évidemment fait partie de la majorité territoriale, d'expliquer au bon peuple que l'autonomie nous rendra heureux.
Bon, mais ce n'est précisément pas pour cela que des dizaines, voire des centaines de militants nationalistes en 50 ans ont parfois consenti à la prison ou à la mort. Ce n'est pas pour vivre heureux ou pour vivre mieux. Globalement, pour vivre mieux, on se lève le matin, on travaille un peu plus, on augmente potentiellement ses revenus. Mais on ne va pas passer sa vie en prison ou on ne va pas risquer sa vie. Voilà ce que j'en pense, voilà ce que nous en pensons. Et je pense que c'est un point tout à fait essentiel à comprendre pour saisir la profondeur de la subversion qui est advenue dans le nationalisme corse et qui pousse aussi des militants comme moi, qui sont de purs produits de ce logiciel-là, eh bien, à rompre et à développer un logiciel alternatif qui correspond aux aspirations réellement identitaires des Corses. Eh bien, parlons-en. Et cela me permettra de rebondir et de répondre à votre question. Eh bien, vous savez, le nationalisme palatinien, facilitons par le langage la compréhension de nos auditeurs, le nationalisme de droite qui est en train d'émerger et que nous représentons, qui est un nationalisme autonomiste, c'est-à-dire qui souhaite préserver l'attachement des Corses à l'appartenance à la France, et qui ne remet pas cela en cause, qui n'en a pas tant après la France qu'après la République jacobine, qui nie précisément les identités autochtones comme la nôtre. Eh bien, ce nationalisme-là provoque un certain nombre de débats, en ce qu'il remet en cause des dogmes très structurants du nationalisme corse de ces 50 dernières années, et évidemment se permet de développer un certain nombre de partenariats dans une stratégie globale, je dirais, de massification de son discours et de sa proposition, non seulement auprès des Corses, mais aussi auprès des différentes structures et des différentes offres présentées à l'opinion dans le reste de la France, mais aussi en Europe, car nous avons un certain nombre de liens que nous allons visibiliser dans les semaines et les mois qui viennent, notamment avec les Flamands du Vlaams Bilang ou avec les Italiens de la Lega ou de Fratelli d'Italia ou un certain nombre d'autres formations qui sont des formations nationalistes en Europe et qui conçoivent tout à fait l'existence ou la vie d'un État avec un certain nombre d'identités différentes en son sein, à condition évidemment que ces identités soient autochtones et historiques et enracinées depuis des siècles et des millénaires sur les territoires qui dépendent de ces États dont nous parlons. Et dans cette optique, nous avons en effet engagé un certain nombre de discussions avec les grands partis qui structurent la vie politique française, en particulier les grands partis de droite. Nous avons des contacts avec la totalité d'entre eux et évidemment avec des personnages qui ont des rôles d'influence tout à fait privilégiés dans leurs différents organigrammes. Et les discussions que nous avons pu mener avec Reconquête, mais avec Marion Maréchal en particulier, eh bien, nous ont permis de découvrir une femme politique qui, en plus d'avoir une véritable vision historique de la France et de l'Europe en général, eh bien, a une approche, une conception que je me permettrais en tout cas de qualifier de quasiment régionaliste, en tout cas concernant la Corse, en ce qu'elle reconnaît qu'il existe un peuple tout à fait particulier sur cette terre, qu'elle nous a fait part de ses dispositions tout à fait ouvertes vis-à-vis de l'autonomie. Elle l'a fait publiquement, évidemment. Je ne parle pas d'échanges ou de tractations confidentielles. Elle l'a fait dans la totalité des médias corses il y a quelques mois, lors de sa venue en décembre dans le cadre de la pré-campagne, si j'ose dire, des européennes. Elle a évoqué le fait que la langue et la culture corse faisaient partie du patrimoine tout à fait essentiel de la Corse et des Corses et qui devait être préservé. Et elle a également elle s'est positionnée en faveur de ce qu'elle appelle la préférence régionale et que nous appelons la corcisation, notamment des emplois, où la favorisation des Corses à l'accès à l'emploi, mais aussi au logement. Vous savez que le logement est une véritable problématique pour les Corses, mais peut-être en parlerons-nous, qui évidemment alimente un certain nombre de revendications qui sont des revendications de protection des populations afin de leur permettre aux Corses, notamment aux jeunes, mais pas seulement, de pouvoir s'acheter un bout de terre pour vivre précisément là où leurs ancêtres vivent depuis des siècles et certainement des millénaires. Donc, dans ce cadre-là, il est évident que dès lors que Marion Maréchal a, vis-à-vis des revendications qui sont les nôtres, je résume et je récapitule, possibilité en tout cas de discussion autour de liberté accrue ou d'une véritable autonomie pour la Corse, dans un cadre évidemment identitaire, dans une motivation identitaire, défense farouche et ferme et affirmée de la langue et de la culture corse, et évidemment
préférence régionale. C'est évident que dans ce cadre-là, nous avons tissé et développé des liens d'amitié, des liens d'entente et de partenariat et de discussion qui, je pense, ont vocation à perdurer dans le temps et à déboucher sur de véritables perspectives positives dans le sens de notre combat ou de nos combats respectifs, d'autant plus qu'en effet, nous partageons un certain nombre d'analyses tout à fait essentielles et incontournables, notamment sur les grandes questions migratoires extra-européennes et sur la question du wokisme, mais également sur la conception que nous pouvons avoir de la civilisation européenne, de la nécessaire défense des libertés civiles et politiques, et évidemment de le souci que nous avons de préserver l'historicité du christianisme en Europe face à un certain nombre d'agressions extérieures qui se font toujours plus insistantes, également un certain nombre d'agressions intérieures, nous qui évoquions le wokisme. Voilà. Et dans ce cadre-là, en effet, j'ai accepté l'invitation de Marion Maréchal au lancement de son meeting de campagne, ce qui, en effet, ne signifie pas, n'implique pas notre appartenance à sa démarche électorale, encore moins à la structure politique à laquelle elle appartient et dont elle est une dirigeante essentielle et incontournable, mais tout de même, en effet, dans la volonté de marquer une amitié très ferme et de le faire publiquement. Alors, il est vrai que cela a suscité des débats extrêmement vifs. Alors, nous ne sommes plus à ça près, évidemment, ce que nous avons déclenché depuis la remise en cause, la remise en question de l'historiographie générale du nationalisme de gauche de ces 50 dernières années, a suscité un certain nombre d'empoignades enflammées depuis maintenant près de 2 ans. Mais cela a été salutaire, en ce que les attaques qui nous ont visés concernant notre amitié affichée avec Marion Maréchal, eh bien, nous ont permis tout simplement de rappeler et de mettre en exergue eh bien, les partenariats que le nationalisme de gauche en Corse a établis, lui, avec, par exemple, un certain nombre de personnalités de gauche, telles que Yannick Jadot, qui a été parrainé par 6 membres de la majorité territoriale aux dernières présidentielles, par Jean-Luc Mélenchon, qui aussi a été parrainé par 6 membres de la majorité territoriale aux dernières présidentielles, ou Philippe Poutou, qui lui a été parrainé par un certain nombre d'indépendantistes aux dernières présidentielles. Je ne parle que des parrainages aux présidentielles, je ne parle même pas des alignements idéologiques, comme la mairie de Bastia, qui est dirigée par une émanescence, si je veux dire, une émanation, excusez-moi, de la majorité territoriale et qui a voté il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, dans une totale discrétion et sans avoir fait valider cela dans leur base programmatique soumise au suffrage universel devant le peuple souverain aux dernières municipales, a fait voter un plan de formation auprès du personnel en contact avec les enfants au rapport, je cite, non genré et à la systématisation, à la généralisation de l'écriture inclusive. Un nationalisme de gauche qui, en effet, à l'occasion d'un certain nombre d'événements qui ont structuré l'actualité récente de la Corse, notamment l'Ocean Viking et l'Aquarius il y a quelques années, ces bateaux de migrants, comme vous le savez, qui étaient en déshérence sur la Méditerranée, s'est proposé de les accueillir. Et s'est proposé de le faire malgré l'opposition très claire et très affirmée de la grande globalité des Corses, qui d'ailleurs le formule non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi au présidentiel, comme l'a évoqué M. Bénard, en plaçant Marine Le Pen à 58% au second tour des présidentielles, ou Éric Zemmour à près de 14% au premier tour, c'est-à-dire le double de son score national. Donc voilà globalement la réponse qui est la mienne à ce sujet. C'est une question tout à fait pertinente en ce qu'elle va être posée encore de nombreuses reprises, car nous ne renoncerons absolument pas à notre stratégie d'entente et de partenariat avec toutes les forces qui, en France et en Europe, nous comprennent sur la question, en effet, de la nécessaire lutte contre le jacobinisme et qui nous rejoignent sur les questions du wokisme et du refus de l'islamisation de nos pays et de son corollaire évident qu'est l'islamisme. Il nous reste 2 minutes, Jérôme Bénard. Est-ce que vous voulez conclure ? Oui, tout à fait. Donc, d'abord, pour remercier Nicolas Bettini d'avoir été très clair dans l'exposé de son positionnement politique, du positionnement politique de son mouvement et de ses éventuelles alliances. Je pense que les auditeurs auront bien compris la logique qui préside à ce nouveau mouvement qui s'installe dans la société corse. Je crois que cette semaine, vous avez officialisé votre syndicat étudiant, ce qui là aussi est une petite révolution, parce que
les syndicats étudiants nationalistes étaient de gauche jusqu'à maintenant, l'université de Corté. L'université de Corté qui a été offerte par François Mitterrand à la Corse en remerciement du soutien qu'il avait pu obtenir en 81 pour obtenir son élection. Je résume un peu, mais en tout cas, donc, votre but n'est pas seulement de prendre des positionnements politiques, mais de vous insérer dans la société corse. Et demain, peut-être que ce sera une dernière question pour une rapide réponse. Donc, en 10 secondes. Vous comptez bien vous présenter aux prochaines, avec votre versant politique, vous présenter aux prochaines élections. Alors, concernant le syndicat étudiant, nous n'avons fait qu'officialiser notre volonté d'aller en ce sens, parce que vous savez, nous avons beaucoup d'adhérents et de sympathisants sur le campus universitaire, mais qui sont, comme dans tous les campus universitaires de France et de Navarre, soumis à une pression incroyable du totalitarisme qui, aujourd'hui, caractérise la gauche, qu'elle soit d'ailleurs la gauche française sur le continent ou la gauche nationaliste en Corse. C'est la même matrice. Pour ce qui concerne notre volonté électorale, en effet, nous sommes dans une démarche qui tendra à insérer le palatinisme et notre nationalisme identitaire au sein de la vie électorale en Corse, ce qui nous apportera évidemment les moyens de monnayer, si j'ose dire, un certain nombre de revendications qui sont les nôtres afin de leur donner du poids, de les rendre incontournables et également, évidemment, de faire payer les ambiguïtés, mais aussi la subversion et les trahisons en termes de propositions sociétales et concernant les questions migratoires du reste du nationalisme qui n'a jamais été clair à ce sujet auprès des Corses. Nous allons le pousser à l'être, évidemment, par toutes les actions que nous allons mener et le discours que nous allons soutenir. Merci beaucoup Nicolas Battini et Jérôme Bénard. Jérôme Bénard, je rappelle que vous êtes journaliste à Omerta Média et Nicolas Battini, vous êtes militant autonomiste corse et président de Palatinou et donc fondateur de ce nouveau parti Mossa Palatina. Merci à tous les deux d'avoir été parmi nous pour nous parler de la Corse et de toutes ses ambitions et ses déchirements politiques. On vous retrouvera probablement très prochainement.